Bonjour. Alors vous êtes directeur de Ionis, c'est quoi Ionis? Directeur général de Ionis Education Group, c'est le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France. On a 26 000 étudiants, on a 23 entités et des écoles telles que l'ISG, l'EPITA, le SME Sudria et d'autres. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de Brand Success. On ne peut pas le dire en français. Non, je savais que vous alliez me dire ça. On va l'appeler Brand Success avec un accent français. 50 réussites exceptionnelles du marketing et de la communication. Oui. C'est un livre qui a une véritable histoire en fait. Disons que son histoire est un peu atypique, puisque avant le livre, il y a un site. Il y a 3 ans, puisque nous avons plusieurs écoles de business, de marketing et de communication, j'ai souhaité mettre en place un site pédagogique qui permet de donner à nos étudiants une compréhension de ce que sont les grandes réussites dans le marketing et la communication, parce que partant d'un principe simple, c'est si ça a marché, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre aujourd'hui. Donc je ne dis pas qu'il faut que le présent et le futur soient guidés par le passé, mais au moins qu'on en sort la substantifique morale. Donc on l'a fait sur le site, on a créé www.ionis Brand Culture, qui est aujourd'hui le premier site francophone concernant ce domaine-là. On a 100 à 150 000 visites par an, d'universités du Canada en passant par l'Afrique, d'écoles concurrentes d'ailleurs que je salue. Voilà. Et 50 cas avec des grands témoins qui viennent expliquer, avec des bibliographies, de l'iconographie, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on nous a demandé s'il n'y avait pas moyen de mettre en place un livre qui pourrait finalement faciliter, je dirais, le rapport au sujet. Donc on a créé à la demande Brand Success. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, d'abord le site, après le livre. Alors ça, pour pouvoir faire ça, quand vous dites on d'ailleurs, c'est vous et une équipe... Exactement, moi et une équipe de rédacteurs. Et alors pour pouvoir faire ce livre, vous avez puisé aussi dans votre passé qui est assez riche au sein du groupe Publicis. Quand même passé 25 ans dans la pub, d'abord vous n'en sortez pas indemne, et puis ensuite si vous y réussissez un peu, et en toute modestie, ça veut dire que vous avez eu quand même la curiosité de voir ce qui se fait, que vous avez une culture, je dirais, approfondie du domaine. Et d'ailleurs je crois que dans ces métiers qui sont ceux du marketing et de la communication, il n'y a pas de réussite sans culture. C'est pas comme cela, vous arrivez, vous dites tenez j'ai des grandes idées. Non, les grandes idées elles sont nourries par d'autres exemples. Donc je me suis dit voilà, effectivement il y a des cas qui me semblaient des cas incontournables, et d'autres on a essayé vraiment de diversifier, qui était la capacité à avoir un angle particulier sur des cas qu'on ne cite rarement dans ces domaines-là, parce que c'est facile d'utiliser Volkswagen, d'utiliser Benetton, ou d'utiliser Hathaway, la première campagne de David Ogilvy. C'est moins évident de parler du Blair Witch Project, ou de parler de Intel Inside, ou de parler des cas qui sont des vraies réussites marketing, et surtout qui peuvent aujourd'hui encore apporter quelque chose à une start-up, à un étudiant qui réfléchit à un projet, ou même à des entreprises. Alors on va en prendre 3 pour au hasard. Exemple. Voilà, au hasard. Ceux sur lesquels on s'est mis d'accord tout à l'heure. Exactement. Très bien. Le premier, c'est l'Office du tourisme du Queensland. Alors, le cas que généralement que tout le monde connaît, qui s'appelle The Best Job in the World, ce que je trouve moi formidable, c'est qu'aujourd'hui des centaines d'entreprises dans le tourisme, des offices du tourisme, des tour opérateurs, se battent pour, dans le monde entier, avoir une émergence, et que presque personne ne réussit finalement. Alors, je ne dis pas que tout le monde rate, mais les grandes réussites sont rares. Et ce qui est intéressant dans le cas du Queensland Tourism, c'est qu'avec un budget, on va dire à peu près relatif d'1 million d'euros, ils ont obtenu pour 300 millions de rédactionnels, ce qui ne s'est jamais fait avant. Et là, on voit l'importance de ce qu'on appelle l'idée, qu'on le veuille ou non. L'idée qui est de dire, plutôt que de montrer une campagne dans la presse professionnelle avec des belles plages, parce que c'est le cas du club, on va simplement être dans les pages des annonces d'emploi des principaux quotidiens du monde, et on va écrire, on recherche pour le meilleur job du monde quelqu'un qui pendant 6 mois va garder la plage, nourrir les dauphins et s'occuper de voir la météo, c'est-à-dire est-ce qu'il fait 23 ou 24 en moyenne. Et c'est une idée formidable, et c'est une idée formidable qui en plus de ça comprend parfaitement la mentalité des gens à laquelle elle s'adresse. Je ne vous parle pas, toutes les rédactions des télés du monde ont présenté le cas. Voilà, pour moi c'est le cas typique qui prouve qu'il est toujours possible de réussir quand on est outsider avec un faible budget, et que finalement, et c'est pas seulement qu'un jeu de mots, le pire des risques c'est de ne pas en prendre. Et c'est quelque chose qui est facile à exprimer, mais qui est rarement mis en place dans les entreprises, ce qui permet justement d'avoir une réussite comme le Queensland Tourism.
Alors, deuxième exemple, Pirelli. Pirelli, le deuxième exemple, c'est Pirelli, parce que quand vous regardez la communication dans un domaine aussi passionnant pour le grand public que le pneu, qu'est-ce que je dis? Bon, alors, tout le monde met de l'argent dans des pubs. Pas tout le monde n'a la chance d'avoir le bibendum qui est vraiment pour Michelin quelque chose de particulier. Et Pirelli, pour exprimer le fait qu'il se positionnait dans le haut de gamme, a pris un chemin mais qui est totalement différent avec son calendrier et qui au fur et à mesure du temps a permis à la marque d'avoir je dirais une image et une perception qui est incroyablement plus élevée que la seule finalité professionnelle qui est de fabriquer de très bons pneus. Ce qui est intéressant dans le cas de Pirelli, là encore, c'est 2 ou 3 éléments clés qui sont la continuité, le fait de ne faire aucune concession sur la qualité, la capacité à gérer la rareté. Le cas Pirelli, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure d'un succès mondial croissant, il diminue quasiment l'édition. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, moins on publie et plus on en fait un objet rare. Il est fréquent de voir sur eBay qu'un catalogue se vende 6, 7, 8, 10 000 euros. Et donc cette gestion de la rareté est quelque chose d'assez intéressant aussi. Je vous en parle parce que les grands cas, que ce soit Evian, Canal+, que ce soit Marlboro, que ce soit Benetton ou d'autres, bon, on les connaît. Ceux-là sont moins connus et tout aussi intéressants. 2 cas finalement où on parle relativement peu du produit, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 cas, alors, pas tout à fait. Dans le cas Pirelli, oui. C'est vraiment l'idée de valoriser la marque. Dans le cas du Queensland Tourisme, on est totalement dans le produit. Oui. On est totalement dans le produit. Mais sans essayer de le vendre. Alors, sans le vendre en ayant simplement demandé le catalogue ou en mettant un petit spot de 30 secondes où on voit la énième plage, naturellement au même moment de l'année. Non. Alors, troisième cas, c'est pareil, on ne va pas vanter la qualité du caramel, c'est Carambar. Non, ce que je trouve intéressant dans Carambar, c'est 2 points. C'est d'abord, je dirais, c'est quand même cette puissance incroyable que l'humour peut avoir pour créer autre chose que de l'indifférence. Et pour les Martiens, peut-être rappeler brièvement. Oh, pardon, alors pour les Martiens, c'est à l'occasion du 50e anniversaire de Carambar, avec un très petit budget, la fausse nouvelle qui passe dans toutes les rédactions et qui est de dire que Carambar arrête ses blagues, que tout le monde dit stupides, et va les remplacer par des conseils ludopédagogiques. En plus, cette espèce de compréhension du politiquement correct qui fait qu'on se dit oui, c'est possible, il y a des gens assez stupides pour faire ça. Et donc, ils ont fait le buzz, comme on dit, le buzz en quelques jours, pour finalement expliquer que non, vous rigolez, jamais Carambar ne fera ça, on croit dans nos blagues. Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ça a apporté une dynamique commerciale, je ne dirais pas inattendue, mais pas nécessairement planifiée pour la marque. Deuxièmement, surtout, ça prouve que, une fois encore, une très forte idée créative, excellemment exécutée, très très bien jaugée en amont et très très bien, je dirais, structurée en aval, permet aujourd'hui encore, y compris sur le web et y compris sur les réseaux sociaux, comme on dit, de faire la différence. Alors, dans ce registre-là, il y a Gap aussi qui a essayé de changer son logo à un moment donné. Est-ce que c'était aussi une opération qui était voulue ou est-ce que c'était une opération un raté? C'est intéressant parce que le cas de Gap me ramène dans un livre précédent que j'ai écrit sur les boycotts. Gap a souhaité changer son logo. Simplement le cas de Gap, et en même temps d'ailleurs il y avait Tropicana qui a eu le même sujet. Les deux ont voulu changer leur logo, ils l'ont fait de leur côté et sans prévenir les clients naturellement, parce qu'on les prévient jamais quand on change un logo. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient avec un mouvement de boycott, avec des groupes sur Facebook qui étaient boycottons Gap, boycottons Tropicana parce qu'on change notre logo. Les deux sont revenus en arrière. Pas de la même manière, Gap a mis du temps, Gap a essayé de convaincre, etc. Tropicana, lui, a été beaucoup plus intelligent. Quand en l'espace de quelques jours, au lieu de voir 10 000 likes et des gens qui étaient enthousiastes, il y a eu 10 000 pouces en bas qui lui ont dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de logo moderniste, alors que nous, ce qu'on aime, c'est le côté pur et naturel. Ils ont fait marche arrière. Donc c'est intéressant ce qui montre à la fois l'influence des réseaux sociaux, le rôle du client qui se considère comme partie prenante et pas seulement un payeur. Au fond, vous avez
deux cas. Le cas de Gap, mauvais buzz, etc. Alors on imagine naturellement les services de communication complètement affolés. En plus, ils sont contents, c'est l'occasion de montrer qu'ils ne sont pas payés pour rien. Bon, les agences appellent en disant on va vous sortir du piège, vous inquiétez pas, ça va vous coûter de l'argent. Et puis finalement, on voit que le buzz, il a à la fois il a ce côté un peu, ce côté épidémiologique. Soudain, la fièvre monte un peu, et puis ça redescend. Ça redescend dans le cas de Gap parce qu'ils ont fait le nécessaire. Et puis ensuite, vous avez cette fameuse campagne pour Old Spice qui a généré un buzz extraordinaire, qui a eu un succès considérable, qui est un vrai succès incontestable, sauf qu'en l'espace de 4 mois, après être monté au pinacle et avoir été considéré comme l'événement médiatique, avec des effets sur les ventes très directs, au bout de 4 mois ou 6 mois, je ne vais pas dire les forces du mal, je dirais les forces lourdes, Mennen, Gillette, c'est-à-dire les leaders depuis des dizaines d'années, ont repris du poil de la bête et finalement l'ordre revient. Ouais. Et l'outsider qui profite du buzz, c'est assez rare qu'il en profite longtemps. Ce que je trouve moi très intéressant en dehors de l'innovation et du design, c'est qu'au fond finalement, beaucoup de gens voient dans Apple un innovateur technologique et oublient qu'il y a derrière cela une philosophie véritable qui guide la technologie. C'est-à-dire, ce n'est pas une technologie qui mise seulement sur vais-je trouver ou vais-je pas trouver, mais qui est de dire je considère, moi, Apple, depuis le fameux spot de 1984, que c'est à la technologie d'obéir à l'homme et non à l'homme d'obéir à la technologie. À partir de ce moment-là, tout acte technologique dans l'innovation doit avoir une finalité qui est finalement, je mets un guillemet, mais à peine, qui est de servir l'homme. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'utilise une technologie qui favorise le geste simple de l'homme avec le doigt sur simplement un écran? Parce que c'est naturel, parce que c'est une autre manière pour l'homme de maîtriser cela. Et c'est tout ce qu'a fait, je dirais à l'époque, l'équipe d'Apple, y compris ses innovateurs, ses techniciens, ses directeurs, qui est finalement de ne pas simplement innover pour innover, ce qui était le cas à l'époque par exemple de tous les... Si vous êtes passionné par la photographie, dans les années 80 et 90, chaque année vous aviez un nouveau Canon, vous aviez un nouveau Nikon, avec 2-3 innovations qui étaient uniquement comprises par une petite partie du public, mais qui satisfaisaient pleinement les ingénieurs qui travaillaient au Japon. C'était des marques qui étaient tournées vers l'ingénieur. Et Apple, c'est vraiment une entreprise tournée vers son public, tournée vers une innovation au service de l'homme. C'est pas simplement de la parole. Et le think different, il vient de là aussi. Je pense que quand on a un tel leadership, forcément, il y a un moment où il n'est pas toujours facile de marier ce leadership et la sympathie, parce qu'il y a un moment où le leadership se transforme en une relation de dominant à dominé. Je crois également qu'Apple a intérêt malgré tout à faire attention, parce que dans le monde, on n'aime pas toujours les leaders écrasants, en particulier sur des questions comme la fiscalité et d'autres. On ne peut pas à la fois dire qu'on est une marque au service de l'homme et ne pas avoir des attitudes en termes d'entreprise qui correspondent par exemple à une meilleure prise en compte des conditions de travail des gens qui fabriquent, une meilleure prise en compte des relations avec les pays dans lesquels Apple opère et sur lesquels il y a quand même aujourd'hui des tensions très très fortes au niveau des fiscalités non payées. Donc je pense qu'Apple est pour l'instant très très loin d'être malade, mais qu'Apple a au-dessus de lui des petits nuages qui s'amoncellent lentement mais sûrement et sur lesquels à mon avis il devrait être vigilant.